Alors, comment inverser la tendance? Eh bien, cette question, on va la poser à quelqu'un qui a été ministre des Finances à Paris et qui est aujourd'hui la directrice générale du Fonds monétaire international. Bonjour Christine Lagarde. Bonjour. Pendant longtemps, les économistes se sont intéressés aux inégalités en considérant qu'elles étaient normales, naturelles, qu'elles reflétaient des différences de talent ou bien de travail et qu'elles pouvaient même jouer un rôle stimulant pour la croissance économique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Ici au FMI, on s'est interrogé sur ces théories qui étaient un peu des principes acquis. En fait, des inégalités excessives ne sont pas propices à une croissance durable et une croissance stable. Mais est-ce que ça vous inquiète au FMI, cette hausse des inégalités? Ah, si personne ne s'en occupe et si aucune mesure n'est prise, oui, c'est inquiétant. Il faut que les gouvernants s'emparent de ces questions et il ne s'agit pas de mettre en place un monde collectiviste ou d'augmenter les impôts dans des proportions délirantes. Il faut utiliser la dépense publique de manière efficiente pour lutter contre ce phénomène d'inégalité, pour permettre une croissance durable, pour permettre la création d'emplois et entrer dans un cycle vertueux qui soit propice à la réduction des inégalités. Vous parlez d'augmenter les impôts, mais ça veut dire que vous voulez taxer davantage les plus riches? Ce qui est certain, ce que nous avons vu dans toutes les négociations de programmes en particulier, c'est que quand un effort supplémentaire est requis, soit parce qu'il s'agit de soutenir la croissance, soit parce qu'il s'agit d'essayer de réduire des inégalités excessives, il faut impérativement que l'effort soit partagé et que l'effort soit harmonieusement partagé. Ça veut dire taxer plus ceux qui ont de la fortune ou des revenus élevés. C'est-à-dire que ceux qui disposent de plus contribuent plus que ceux qui disposent de moins. Alors les impôts, c'est un levier évident pour lutter contre les inégalités, mais est-ce qu'il y a d'autres outils efficaces? Un des mécanismes qui nous paraît fondamental, c'est celui d'une amélioration de l'accès à l'éducation. Parce que c'est à moyen terme le meilleur moyen de lutter contre un certain nombre d'inégalités qui sont les inégalités du savoir, les inégalités de la connaissance et qu'il est absolument impératif de combler. Est-ce qu'il y a des pays qui vous semblent justement avoir mis des stratégies en œuvre qui luttent de façon efficace contre les inégalités? Ah oui, je pense notamment au Chili, je pense au Brésil. Il y a eu clairement depuis au moins une douzaine d'années maintenant, une détermination pour permettre aux femmes d'accéder à l'économie, avec toute une infrastructure de garde d'enfants, de soutien aux familles pour l'éducation des enfants, qui a permis aux femmes d'accéder plus facilement au marché du travail. Merci Madame Lagarde. Vous évoquiez justement le Brésil. Eh bien, direction Salvador de Bahia, où l'Angle Echo a pu constater une vraie réduction des inégalités. Les façades d'écatilles de Salvador de Bahia témoignent d'un riche passé colonial, mais il y a 15 ans, ici, c'était la misère. Aujourd'hui, on a sorti la tête de l'eau. Comme Cléliani, grâce à cette petite carte jaune. Qu'est-ce que cette carte a changé pour vous? Ah, ça a changé ma vie, c'est sûr. J'ai pu acheter à manger. J'étais heureuse. Cette carte lui donne droit à Bolsa Familia, la bourse familiale, une allocation versée aux familles les plus modestes par le gouvernement. Avant ça, c'était difficile. Imaginez, j'étais divorcée, avec 3 enfants à l'époque, et je gagnais 30 €. C'était dur. Tu gagnais ça en pêchant, non? Oui, je pêchais, mais tu sais, quand il pleut, il n'y a pas de coquillages, hein. Il n'y a rien. Aujourd'hui, avec Bolsa Familia, je reçois 49 € par mois. Une petite somme qui change tout. Avant, personne ne lui faisait crédit. Maintenant, elle montre sa carte et les commerçants savent qu'elle peut rembourser à la fin du mois. Cette allocation est versée aux femmes plutôt qu'aux hommes, jugés beaucoup moins responsables. D'un coup, ça a libéré les femmes. Bolsa Familia leur a donné un pouvoir. C'est une révolution. Aujourd'hui, celle qui fait la loi à la maison, c'est la femme. Cet argent, c'est beaucoup pour Cléliani. Mais ça n'est pas suffisant. Alors, comme les 3/4 des bénéficiaires, elle doit aussi travailler. C'est mon petit boulot. Je vends des boissons, ça m'aide au jour le jour. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'arrive à construire avec une partie des allocations. Elle est hébergée depuis quelques années par sa famille. Cela fait 4 ans qu'elle construit à l'étage son propre appartement
brique après brique. Ici, on aura la chambre. Ici, la cuisine américaine. Et ici, on aura le salon. Et là, une autre chambre. Et ça, ce sera la chambre des enfants. Qui n'a jamais rêvé d'une maison comme ça face à la mer? C'est un rêve. Rester à sa fenêtre, regarder la belle vue. La Bolsa Familia est soumise à 2 conditions. Éducation et santé pour les enfants. Pas d'absentéisme à l'école et un suivi médical régulier. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Cléliani emmène Mirella, sa petite dernière, au centre de santé local. On va te peser. Dis bonjour à la dame. Vous avez déjà fait vérifier le carnet de vaccination? Oui, on vient de le faire. Tout est à jour. Le prochain vaccin, c'est quand elle aura 4 ans. Oui, c'est ça. Le problème de la malnutrition dans la région a beaucoup diminué. Assieds-toi, ma chérie. Oh, t'as pris 1 kilo, mon amour. Tu pèses 11 kilos maintenant. La santé des enfants, mais aussi des mamans. Fin de la visite. L'infirmière remplit les documents. Cléliani est bien en règle. Elle continuera à recevoir Bolsa Familia. Résultat, en 10 ans, le taux de mortalité des enfants de moins d'1 an a chuté de 47%. Aujourd'hui, on ne meurt plus de faim au Brésil. Il y a 15 ans, on enterrait un enfant toutes les 5 minutes au Brésil. Je m'appelle Antonietta. J'ai perdu un bébé. Il n'avait que 9 jours. Je suis dévastée. Je m'appelle Maria. J'ai perdu mon bébé. Il avait 7 jours. Le bébé était dans une boîte à chaussures. Au Brésil, 290 enfants meurent par jour. Selon l'UNICEF, c'est l'équivalent du crash de 2 Boeing 737. Celui qui est à l'origine de cette transformation, c'est Lula. Dès son investiture, en janvier 2003, le président s'engage contre la faim. Si à la fin de mon mandat, tous les Brésiliens ont la possibilité d'avoir tous les jours un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner, j'aurai accompli la mission de ma vie. Aujourd'hui, à Salvador de Bahia, comme dans le reste du pays, la misère a pratiquement disparu. Et on est allé encore plus loin dans la redistribution, cette fois-ci en ciblant les travailleurs à faible revenu, en augmentant le salaire minimum. C'est cette mesure qui a permis à Romilda Reis, femme de ménage depuis l'âge de 8 ans, de sortir de la pauvreté. Un vœu qu'elle n'aurait jamais pensé réaliser en nouant son petit ruban aux grilles des églises. Il faut faire 3 souhaits. Je souhaite avoir une année 2015 remplie de bonheur, de santé et d'argent pour réaliser tous mes rêves. Auparavant misérable, le salaire minimum a augmenté de 70% en 10 ans. Il est aujourd'hui à 255 € par mois. Il permet à de nombreux Brésiliens comme Romilda d'entrer dans la société de consommation. Alors quand elle a un jour de congé, Romilda fait du shopping. Pour elle, c'est presque une nouveauté. C'est joli, non? Pour le carnaval, c'est la couleur de l'été. Avant, les femmes de ménage n'avaient pas de carte de crédit. Et maintenant, oui, grâce à Dieu. Avec un plafond un peu bas, mais bon. Et quant au salaire minimum, avant, il était rikiki. Maintenant, il est minimum. Mais on peut quand même s'acheter des bricoles. Romilda fait aujourd'hui partie de la nouvelle classe moyenne. Comme elle, 40 millions de Brésiliens sont passés au-dessus du seuil de pauvreté. L'autre nouveauté dans la vie de Romilda, c'est qu'elle peut se permettre cette coquetterie obligatoire pour les Brésiliennes, une manucure.
Avant, je n'avais pas les moyens de me faire les ongles. Maintenant, je peux m'offrir ce petit luxe une fois tous les 15 jours. Je peux faire des petits écarts, des habits, des chaussures et même voyager 2 fois par an. Bon, vraiment tout à côté, mais voyager quand même. Oui, je peux dire que ma vie s'est bien améliorée. Avant, ce n'était que les bourgeoises qui venaient ici. Maintenant, tout le monde est égal. C'est vraiment mieux. La manucure comme symbole de progrès social. Mais l'effet Lula ne s'arrête pas là. Maintenant, nous avons des droits. 8 heures de travail par jour maximum, des congés payés, le 13e mois, tout ce que donne un vrai contrat, quoi. En 10 ans, le revenu des femmes de ménage a augmenté de 53%. C'est 2 fois plus que les autres salariés. Je suis contente, je suis contente. À l'image de Romilda, ce pays a retrouvé le sourire, même si la croissance a un peu fléchi récemment. Si l'on regarde le fameux coefficient de Gini qui mesure les inégalités, voici la carte du Brésil en 2000. En rouge, les écarts de richesse les plus criants. En rose, là où les inégalités sont plus modérées. Et la même carte, 10 ans plus tard. Du rouge, on est passé au rose. Le Brésil est le seul pays émergent à avoir réduit ces inégalités. Et ces programmes sociaux n'ont pas coûté grand-chose. 0,5% du PIB brésilien seulement. Mais ils ont rapporté gros. Maintenant, regardez les revenus des Brésiliens. Les plus pauvres ont vu leur salaire plus que doubler. Celui des plus riches, au contraire, n'a augmenté que de 26%. Et l'économie brésilienne n'en a pas pâti, bien au contraire. Les investissements ont décollé. À Salvador de Bahia, on construit à tout va. Paulo Guimarães le constate au quotidien. Une classe moyenne qui grossit à cette vitesse, cela a forcément des conséquences sur le paysage. Ces viaducs ont été construits récemment à cause de la hausse du niveau de vie de la population et de l'entrée de millions de personnes dans le marché de la consommation et notamment celui des voitures. La première chose que font les pauvres quand leur niveau de vie s'améliore, c'est s'acheter des produits qui leur permettent de se sentir mieux. Des cosmétiques, une meilleure alimentation, de l'électroménager. Et tout cela attire de grandes entreprises qui viennent s'installer ici à Bahia, que ce soit dans l'industrie, le commerce ou les services. Des grandes entreprises comme ce groupe, l'un des leaders de l'industrie cosmétique brésilienne. Il vient d'inaugurer cette usine flambant neuve. Du parfum pour répondre à la demande toujours croissante de ces nouveaux consommateurs du Nord-Est. Dans le Nord-Est, on n'avait jamais des machines aussi sophistiquées que celle-là avant. C'est une machine de pointe. Dans une région auparavant boudée par l'industrie, c'est une révolution. L'arrivée des nouvelles entreprises dans le Nord et dans le Nord-Est finit par provoquer une augmentation des revenus dans la région. Avec cette hausse du pouvoir d'achat, la consommation augmente, la demande aussi, et c'est un cercle vertueux qui est en train de se produire, surtout ici dans notre région. Fini l'exode économique des Nord-Estins vers les grandes métropoles, Sao Paulo ou Rio, à 4000 km de là. Ça faisait 2 ans que j'étais au chômage, sans qualification. Le groupe Boticário a mis en place une formation, j'ai passé un entretien et ils m'ont embauché. Elle peut faire carrière dans l'entreprise? Bien sûr qu'elle peut faire carrière, c'est ce qu'elle espère et nous aussi. L'inégalité au Brésil, c'est aussi un problème racial. 3 siècles d'esclavage, abolis seulement en 1888. Une dette historique que le gouvernement a voulu honorer par la discrimination positive. Les Noirs ou les Indiens, comme les pauvres, étaient jusqu'alors exclus de l'enseignement supérieur à cause du concours d'entrée. Pedro dos Santos a été l'un des premiers à bénéficier de cette politique de quotas à l'université de Bahia, l'une des plus prestigieuses du pays. D'abord étudiant, il est devenu professeur.
J'ai grandi à la campagne. Je suis arrivé à 14 ans à la capitale pour trouver un boulot de livreur. L'accès à l'université m'a donné un travail que je n'aurais jamais eu sinon. Je suis passé de livreur à professeur grâce au quota, c'est sûr. Plus de 80% des habitants de Bahia sont noirs. Aujourd'hui, le nombre d'étudiants noirs et indiens a été multiplié par 4. Avant, les seuls noirs à la fac étaient les femmes de ménage. Maintenant, grâce au quota, le fils de la femme de ménage y entre enfin. Si l'on y meurt plus de faim, le Brésil demeure un pays d'inégalité. Les 10% les plus riches concentrent toujours 45% des revenus. Un fossé qui pourrait être comblé si le gouvernement s'attaquait à la réforme fiscale. Réformer la politique fiscale, la France se lancera-t-elle, elle aussi, dans cette voie? Rencontre aujourd'hui avec Thomas Piketty, qui milite pour une taxation plus forte du capital afin de réduire les inégalités. Thomas Piketty, la star des économistes en France depuis la parution de 7 ouvrages, Le capital au XXIe siècle. Thomas Piketty, vous avez écrit un best-seller mondial. C'est pas si fréquent en économie. Combien de traductions? 37 traductions. Les inégalités, il les a étudiées durant toute sa vie de chercheur et de professeur à l'école d'économie de Paris. Il doit sa célébrité à cette courbe mondialement connue que vous avez déjà aperçue dans notre émission. C'est le résultat d'une recherche menée avec Emmanuel Saez où on a prolongé les résultats. Plus qu'une courbe, c'est une photographie des inégalités depuis 1900. Elle mesure la part des revenus détenus par les 10% les plus riches aux États-Unis. Cette ligne accidentée, c'est en fait l'histoire du monde depuis un siècle. On y retrouve les 2 guerres mondiales qui ont paradoxalement réduit les inégalités parce qu'elles ont détruit du capital, de la richesse. On y retrouve les 30 glorieuses où la croissance économique s'est accompagnée d'une réduction de la fracture sociale. Et on y retrouve aussi les 2 pics d'inégalité qui correspondent aux crises financières majeures. Il y a 2 sommets, il y a un premier sommet en 1928, puis il y a un deuxième sommet en 2007, à la veille de la crise financière. Jusqu'à Thomas Piketty et son succès planétaire, les inégalités n'intéressaient pas beaucoup les économistes. Les inégalités, certains disent, au fond, c'est aussi des inégalités dans le talent, dans le travail, dans la réussite. Autrement dit, c'est un phénomène normal dans une société. C'est un argument qui vous convient ? Oui, moi je n'ai pas de problème avec l'inégalité en tant que telle, tant qu'elle reste dans des limites raisonnables qui peuvent être tout à fait utiles pour la croissance. Là, par exemple, vous voyez, quand vous avez aux États-Unis cette très forte montée de l'inégalité, ça correspond à une situation où beaucoup de super managers dans des très grandes entreprises se sont augmentés, par exemple, en passant de 1 million de dollars par an à 10 millions de dollars par an. La question, c'est est-ce que c'est utile? Vous savez, moi, j'ai vraiment cherché dans les données d'entreprise, est-ce que quand vous payez un dirigeant d'entreprise 10 millions par an plutôt que 1 million ou 500 000, est-ce que vous avez plus de performance, plus de création d'emplois? Moi, je ne l'ai pas trouvé dans les données. Je suis désolé. Donc, je pense que tout est une question de degré, si vous voulez. Il faut payer des dirigeants d'entreprise correctement, mais vous n'avez pas besoin de les payer 50 fois, 100 fois, 200 fois le salaire moyen. Le degré d'inégalité qu'on a atteint dans certains cas n'est pas simplement injuste, c'est inutile pour la croissance. Et s'il y avait un choix, une mesure justement à prendre maintenant pour réduire les inégalités en France, ça serait quoi? Le problème numéro 1 aujourd'hui des inégalités en France et en Europe, c'est le chômage et le chômage des jeunes. Et ça tient d'abord à des politiques macroéconomiques en Europe qui ont été une véritable catastrophe. On avait le même taux de chômage que les États-Unis il y a 4 ans en zone euro. Les États-Unis ont diminué leur chômage, nous le chômage a monté en flèche. Donc je crois qu'il est temps de comprendre en particulier que la France et l'Allemagne, tout parti politique confondu, ont fait les mauvais choix. C'est-à-dire les politiques d'austérité qui ont aggravé le mal. Les politiques d'austérité ont transformé une crise qui au départ était une crise du secteur financier privé en une crise de la dette publique à cause de notre très mauvaise organisation collective. Et le problème numéro 1, c'est tout simplement qu'une monnaie unique avec 18 dettes publiques différentes, 18 taux d'intérêt sur lesquels les marchés financiers peuvent spéculer, 18 systèmes fiscaux en concurrence les uns avec les autres qui font que les plus grandes sociétés multinationales paient moins d'impôts que les petites et moyennes entreprises, c'est un système qui ne marche pas.
marchera jamais. C'est ça vraiment le problème d'inégalité numéro 1 en Europe actuellement. Et pour le régler, disons, il faut évidemment mieux coordonner les politiques économiques. Et puis, l'outil fiscal est quand même quelque chose sur quoi vous insistez beaucoup dans votre livre. Vous dites, il faudrait un impôt mondial. Oui, alors mondial, on ne va pas attendre d'avoir un gouvernement mondial pour faire quelque chose, parce que sinon ça risque de prendre longtemps. Donc concrètement, je pense qu'en Europe, on pourrait avoir un impôt commun sur les sociétés qui sont encore plus mobiles que les individus. Les sociétés peuvent très facilement relocaliser leurs profits dans les différents pays. Tant qu'on aura 18 impôts sur les sociétés différents en zone euro, cette course-poursuite vers le bas continuera. Ce que Thomas Piketty propose, c'est non seulement une meilleure redistribution des richesses, mais aussi un accès plus égalitaire à l'éducation. Car en France, depuis les années 80, notre ascenseur social est en panne. Direction Marseille, où certains ont la ferme volonté de le faire redémarrer. Marseille, quartier de la Belle de Mai. Ici, on parle plus de 27 langues. C'est le quartier le plus pauvre de France. Et comme ailleurs, les enfants ont des rêves. Je souhaite être médecin. Je voudrais être radiologue. Je voulais être professeur. Je souhaite être secrétaire. Je souhaite être architecte. Je veux être la journaliste. Des rêves à bac+5, bien éloignés de la réalité de ce collège d'éducation prioritaire. Car rares sont ceux qui poursuivront dans le supérieur. Ici, 37% des élèves ont déjà redoublé à l'entrée en 6e. Plus de 50% seront orientés en CAP ou Bac Pro en fin de 3e. C'est des demandes de mini-stage en lycée professionnel. Donc vous lisez bien les tableaux. Aujourd'hui, le professeur principal de 3e parle orientation. Ici, les élèves sont obligés de faire un stage en lycée professionnel. Là, ça sera des demi-journées ou des journées entières, maximum une journée. Mais vous la faites dans le lycée professionnel pour découvrir, poser des questions, etc. La perspective d'un bac pro? Pour les bons élèves, la pilule est dure à avaler. Pressing, cosmétique, il y a gestion administration. Car Keltoum, elle, a d'autres ambitions. Technique, préparation de carrosserie, la peinture, ça m'intéresse pas. La mode, peut-être le métier de la mode ou l'architecture. Mais l'architecture, c'est pas dans la feuille. Et si Keltoum peut rêver plus loin, c'est parce que son collège lui a ouvert d'autres horizons. Parce qu'à la Belle de Mai, on a cherché d'autres moyens que l'école pour donner de l'ambition aux élèves. La solution, l'équipe enseignante l'a trouvée ici, auprès d'étudiants d'élite. Un esprit sain dans un corps sain, ce pourrait être la devise de Thomas et Clément, étudiants à Centrale Marseille, l'une des meilleures écoles d'ingénieurs. Bon bah, c'est bon, on est parti. Ouais. Entre le sport et les cours, comme chaque semaine, ils vont maintenant traverser la ville pour rejoindre le collège de la Belle de Mai. Après, on va avoir des questions et puis je pense qu'on va le... Bénévolement, ils vont faire découvrir de nouveaux domaines à ces adolescents, la culture, l'actualité et de nouvelles idées d'orientation. C'est l'échange, c'est tout sympa. Après, nous, on n'en retire rien. C'est juste être au contact des jeunes. Moi, j'aime bien. Et voilà, quoi, leur apprendre des trucs, c'est super. Des centraliens pour pousser les collégiens défavorisés vers des études plus ambitieuses, le programme existe depuis 7 ans maintenant. Bon allez, go. Allez. Défi. Vous allez bien? Ouais. Ça va, Adèle? Ça va? Pendant 1h30, les étudiants sont responsables d'une vingtaine d'élèves triés sur le volet. Car cette séance est réservée aux meilleurs et aux plus motivés, comme Keltoum. On commence? Ouais. Du coup, on commence la séance par un quiz d'actualité. Ah, je sais, j'ai levé la main. Merci Charlie Hebdo. Ils font la marche pour... Ah, bien. Ouais, c'est ça. Voilà, ça c'est difficile. Ah, ça c'est le témoin là. Un cachère, je sais pas quoi là. Ouais, vas-y. Il a sauvé, je crois, 17 personnes avec des enfants et tout. Il les a cachés dès qu'il y avait les terroristes. C'est devenu un héros pour eux. C'est un héros pour eux.
Des séances de connaissances et de décryptage du monde. Est-ce qu'il était français? Ici, les collégiens apprennent à débattre, à développer leur esprit critique. Je rebondis sur le Charlie Hebdo, vous avez vu la couverture? Ils viennent de se faire attaquer et après ils provoquent. C'est comme si on se battait avec quelqu'un et après on lui dit mais vas-y frappe-moi encore. Alors... Ils défendent des valeurs très importantes pour la France qui sont la liberté d'expression et ça doit être intouchable, donc c'est ce qui va... Et au passage, les étudiants rappellent les grands principes de la démocratie. Tous les sujets y passent. La France, l'international, avec un enthousiasme qu'il faut parfois canaliser. Derrière la vitre, le professeur principal veille au grain. Il veut être sûr que tout se passe bien. Car depuis 10 ans qu'il enseigne ici, il a pu mesurer précisément l'intérêt de ces séances. Les élèves qui suivent le tutorat depuis quelques années ont tous le brevet avec des mentions. Ce sont des élèves qui en général sont moteurs dans les classes parce que les compétences qui sont travaillées au sein des tutorats leur permettent de s'exprimer plus facilement. Ils n'ont pas peur de parler en public et jusqu'au bac sont des élèves en réussite. Un cercle vertueux qui permet aux collégiens de s'élever et de découvrir des plaisirs jusque-là inaccessibles pour eux. On fait des sorties, on va au théâtre et ça augmente notre culture générale. C'est des choses que tu n'aurais pas faites sinon? Non. Keltoum a grandi dans ce quartier de la Belle de Mai où le revenu médian par ménage est de 675 € par mois. C'est 3 fois moins que dans le reste du pays. Elle vit avec sa mère, aide à domicile et partage sa chambre avec sa sœur et son frère. À la maison, on voit ces séances de tutorat d'un très bon œil, car la mère de Keltoum a pour ambition que ses enfants aillent le plus loin possible. Tu as fait quoi? Quelque chose de très important dans la vie, de faire des études et d'y aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que ils seront plus intelligents, plus sages, plus cultivés dans la vie. Elle est toujours là derrière nous pour voir si on a fait les devoirs, nos notes, pronotes, à quelle heure on rentre, à quelle heure on finit. Ça se voit elle a envie qu'on réussisse. L'an passé, ces dispositifs qu'on appelle cordées de la réussite ont permis d'accompagner 70 000 jeunes. Désormais, plus de 80 grandes écoles ont mis en place ce type de programme. Tout le monde y va de son petit clip. École de commerce comme l'ESSEC ou d'ingénieurs comme Polytechnique. Ce programme, c'est d'aider les jeunes filles, les jeunes garçons à comprendre jusqu'où ils peuvent aller, tout ce qu'ils peuvent espérer, ce qu'ils peuvent entreprendre. Mais ces élèves brillants de milieux défavorisés, les retrouve-t-on pour autant dans les promotions des grandes écoles? Auront-ils la chance de plancher aux côtés des meilleurs comme ici? À Palaiseau, dans la prestigieuse école de Polytechnique, on en a cherché des étudiants de milieux défavorisés. Mes deux parents sont ingénieurs, aucun n'a fait Polytechnique. Mère chirurgienne. Ma mère est cadre et mon père est sociologue. Je fais ma prépa à Louis-le-Grand. Ma mère est agent illustrateur et mon père ingénieur. Mes deux parents sont ingénieurs. On a mis un peu de temps et on a fini par trouver. Emmanuel Schneider, père ouvrier à la retraite et mère au foyer. Je me dis toujours parfois que je viens de loin parce que on se remémore tous les commentaires qu'on a eus à certains moments où on nous a dit « Non mais ça c'est pas fait pour toi, aller à Polytechnique c'est surtout pour les gens qui ont beaucoup d'argent, qui reçoivent beaucoup de cours particuliers, ou alors qui ont été formés ou stimulés à cela depuis leur jeune âge. » Et donc c'est sûr que quand on a 16-17 ans et quand on se pose beaucoup de questions, eh bien c'est pas facile de prendre ce risque. Emmanuel Schneider, c'est l'exemple de ce que la République peut faire de mieux. Au mérite, en travaillant dur pour le concours d'entrée. De son lycée public de Moselle, il est devenu major de sa promotion de Polytechnique. Quel regard portent vos parents? Qu'est-ce qu'ils disent d'avoir un fils à Polytechnique? Mon père qui a toujours été relativement avare en compliments, ensuite aujourd'hui est très fier. Ma mère aime bien avoir des photos de moi dans les différents uniformes et les avoir près d'elle.
Et donc moi je sais qu'ils sont fiers aujourd'hui et je suis très content de pouvoir leur apporter cette fierté. Malheureusement, Emmanuel ne reflète pas la réalité. Dans une classe de 6e, on compte 45% d'enfants d'ouvriers. Ils ne sont plus que 13% en classe préparatoire, ces antichambres des grandes écoles. Les enfants de cadres et d'enseignants, eux, ne sont que 19% en 6e, mais ils représentent 60% des élèves de classe préparatoire. À Polytechnique, on essaie malgré tout de jouer le jeu de la diversité. Chaque mercredi, l'école affrète un bus pour aller chercher les premières et les terminales de 2 lycées prioritaires du secteur. Là encore, les meilleurs élèves, les meilleurs potentiels. Tous sur leur 31. Pourquoi aussi chic? C'est pour Polytechnique? C'est ça, c'est pour Polytechnique. Ces après-midi, c'est l'État qui les finance, à minima, pour les transports. Si on prend un extraterrestre qui est très éloigné, Pour le reste, il fait du vélo dans un sens, il vivra. les cours, l'encadrement reposent sur la bonne volonté des grandes écoles. Des dizaines de milliers d'heures de bénévolat. Et qui revient. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'univers bloc. Son présent est simultané avec notre passé sur Terre. L'une des premières écoles à avoir mis en place ce type de programme, c'est l'ESSEC, 2e meilleure école de commerce de France. À partir de 2004-2005, avec la charte de la diversité et autres, ces demandes-là ont cru. Et puis plus largement, quand on discute, quand on brainstorm sur un sujet, plus les horizons des personnes qui interviennent sont diverses, plus la discussion est riche. Si tout le monde pense pareil, à l'arrivée, il y a moins de créativité, il y a moins d'innovation. Donc oui, c'est important, bien sûr, de faire cohabiter des horizons divers. Et quand on est issu de la diversité, le chemin peut sembler long et difficile. Au lycée, Alicia avait prévu de faire un BTS de secrétariat. Rien ne la prédestinait au métier de consultante en ressources humaines. Il y a eu tellement de moments où j'aurais pu laisser tomber, où j'ai voulu laisser tomber et je suis contente de ne pas l'avoir fait et d'avoir été soutenue par mon parrain. Car la réussite d'Alicia, c'est aussi l'histoire d'un tutorat. D'un parrain qu'elle a rencontré dans son lycée de ZEP. Ça va? Oui, toi? Très bien. Boris Volbaum, cadre philanthrope, a créé une association pour favoriser la diversité. Toute la soirée, il va lui présenter des gens qui comptent. Bonsoir. Est-ce que je peux vous interrompre pour vous présenter ma filleule? Pour étoffer son réseau. Alicia, c'est la première filleule. Donc Alicia, vous êtes la filleule de... Un concept un peu lointain quand on vient de citer. C'est important le réseau. Et parfois on a des réactions justement, oui mais le réseau c'est du copinage, etc. Et c'est mal connoté pour eux parce qu'ils en souffrent. Parce qu'eux précisément ne profitent pas d'un système de copinage. Quand je suis arrivée en école de commerce, on m'en a parlé, on m'a dit fais un atelier développement et activation du réseau. Oui d'accord, mais c'est qui mon réseau? J'ai mes parents, mes potes de fac, bon bah Boris, Boris un coup de pouce. Alicia est de plus en plus à l'aise dans ce type d'exercice. Aujourd'hui, elle intervient auprès des plus grands groupes du CAC 40 et gagne bien mieux sa vie que sa mère. Elle, la fille d'aide-soignante, commence doucement à trouver sa place dans les hautes sphères. Najat Vallaud-Belkacem, bonjour. Bonjour. Un enfant d'ouvrier aujourd'hui a 10 fois moins de chances d'obtenir un diplôme Bac+5 qu'un enfant de cadre ou d'enseignant. Est-ce que l'école pour tous, qui est quand même un élément fondateur du pacte républicain, n'est pas devenue un leurre? L'école pour tous, elle existe. Il faut avoir conscience aussi de la chance qu'on a de vivre dans un pays où l'école est gratuite, laïque, obligatoire. Ça n'est pas le cas partout. En revanche, quand vous regardez le destin scolaire des enfants, vous voyez qu'il est quand même très largement tributaire de leur famille et de leurs origines sociales. Et ça, on ne peut pas l'accepter. D'une certaine façon, notre système scolaire, c'est un petit peu comme une compétition du 100 mètres, dans laquelle tous les élèves ne partiraient pas de la même ligne de départ. Il y aurait des élèves qui partiraient bien à 100 mètres, disons que c'est la classe moyenne, mais vous avez des élèves qui partiraient à 200 mètres, ça c'est les élèves défavorisés, et
Et puis, vous avez des élèves qui, eux, partent à 50 mètres de la ligne d'arrivée. Ça, c'est les élèves très favorisés. Eh bien, dans ce 100 mètres-là, j'allais dire, tout le monde est perdant en réalité. Et je pense vraiment qu'on a intérêt à remettre tout le monde sur la même ligne de départ. Mais ça veut dire, Madame la Ministre, que l'école reproduit exactement les inégalités de la société, qu'elle ne les corrige pas. Qu'est-ce qu'on peut faire de concret pour inverser la tendance ? Ce qu'on peut faire de concret, c'est d'abord remettre des moyens dans l'éducation nationale. Alors là, parce que c'est la meilleure façon de lutter contre les inégalités, c'est de donner des moyens à l'école. Et puis, ce qu'on peut faire de mieux pour résoudre cette inégalité, c'est de travailler beaucoup plus sur la question de la mixité sociale. Parce que, au-delà de la situation individuelle de chaque élève, il faut qu'il puisse être entouré aussi de perspectives et de diversité, de réalités, qui ne l'enferment pas dans une espèce de ghettoisation à la fois territoriale et des esprits. Donc c'est pour ça qu'on va travailler sur la carte scolaire des collèges en particulier et qu'on a commencé à le faire. Votre parcours personnel, bon, fille d'ouvrier, ministre aujourd'hui, c'est un parcours d'excellence de la méritocratie française. Qu'est-ce qui fait que ça a marché pour vous ? Ces choses-là sont toujours très complexes. C'est pour ça que moi, je parle rarement de mon expérience, parce que je ne veux pas en faire une règle générale. Vous êtes un symbole, quand même. Alors, pour répondre à votre question, c'est très compliqué de savoir où sont les déterminants de la réussite scolaire, parce que j'appartenais à une famille plutôt pauvre, mon père ouvrier, ma mère femme au foyer, mère au foyer, pas d'aide particulière, et j'ai l'impression que ce qui m'a conduite à la réussite scolaire, c'est le fait d'avoir eu une sœur aînée qui était elle-même une bonne élève et qui a tiré l'ensemble de la fratrie plutôt vers le haut de ce point de vue. C'est par la lecture aussi que j'ai découvert l'existence des grandes écoles, que voilà. Donc du coup, je pense que l'essentiel pour ces enfants, c'est de pouvoir découvrir d'autres horizons. Et quels conseils vous leur donnez ? Je leur dis qu'il faut s'accrocher, qu'il faut qu'ils réfléchissent à ce qu'ils ont envie de faire, parce que c'est d'abord une question d'envie, de vocation, de passion même. Mais tous les jeunes ont une passion pour quelque chose, sauf que parfois ils savent pas que ils se sentent bêtes de répondre qu'ils ont une passion pour la mode, par exemple, parce qu'ils ont l'impression que ça débouche pas sur un vrai métier ou que c'est un truc pas intelligent, mais pas du tout. Je veux dire, c'est pour ça aussi que moi je veux valoriser les filières professionnelles. Les filières professionnelles, c'est pas à défaut de mieux. Au contraire, on est dans une société où on aura de plus en plus besoin de ces compétences et de ces talents-là. Et moi, à chaque fois que je vais dans une classe, je le dis d'ailleurs aux élèves, je leur répète une formule qui était une formule de ma mère, pardonnez-moi, mais qui me disait « la vie a toujours plus d'imagination que toi ». Et je dis aux élèves qu'il faut qu'ils y croient, je leur dis que c'est possible, tout simplement. La vie a plus d'imagination que toi. C'est aussi l'histoire de Fatih Niang. Alors Fatih, vous nous emmenez où là ? On va à l'hippodrome de Vincennes pour le prix de l'Amérique. C'est un grand événement aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Je vais nourrir les gens. Donc vous allez leur vendre ? Oui, ils vont goûter à la gastronomie africaine. Donc on est plusieurs food trucks. Ouais. Et j'ai été choisie pour participer à cet événement. Sa réussite, elle ne la doit pas à l'école, mais à son entreprise. Son camion, tout un symbole. Je suis au volant de mon camion, mon ascenseur social. Depuis l'âge de 16 ans, je travaille. Je suis l'aînée d'une famille de 7 enfants. À un moment donné, mes parents ne pouvaient pas subvenir à tous nos besoins. Donc forcément, moi, il fallait quand même que j'aille trouver des petits boulots, travailler au parc Astérix, au McDo, des choses comme ça. Faire bouillir un peu la marmite. Voilà, il fallait que j'aille trouver un peu d'argent pour pouvoir faire mes projets et avancer dans la vie. J'ai pas pu bénéficier des écoles un peu des élites, comme des écoles de commerce ou l'école de la Sorbonne. C'est vrai que quand on est dans les banlieues, forcément, ils nous parlent pas de ce type d'école qui existe. L'ascenseur social, au fond, il est monté sans vous. Voilà, il est monté sans moi, donc moi j'ai dû me débrouiller. Un grand jour pour Fatih. Ah non, mais là, c'est juste de la folie. J'aurais jamais pensé être ici un jour. À Vincennes aujourd'hui, c'est l'événement Le Prix d'Amérique. C'est la course de trotteurs la plus importante de la saison.
Alors Fatih, qu'est-ce que vous pouvez me servir de bon? C'est quoi votre spécialité? Notre spécialité, les gens raffolent du poulet yassa. Alors on va goûter ça. Merci à vous. Bon appétit. Et la création d'entreprise alors? Donc vous êtes allé voir les banques? Oui. Quelle réaction? La réaction, elle était un peu étonnante, je dirais. Parce que déjà, ils n'accordent pas beaucoup de crédit aux femmes. Je suis une jeune maman avec 2 enfants, célibataire aussi, donc situation un peu sensible. Je suis issue de l'immigration, donc voilà. Ça veut dire que là, vous cochez toutes les cases Voilà, je coche toutes les cases un peu négatives, voilà, à risque. Donc pour eux, j'étais un dossier un peu sensible. Donc c'était pas facile de m'accorder un crédit de 50 000 € pour financer mon camion. Qu'est-ce qui a fait que vous avez convaincu? C'était quoi, la 8e, la 9e, la 10e? C'était au moins la 10e banque, oui. Pourquoi elle a plongé celle-là alors? Elle a trouvé que j'étais très tenace, très passionnée et que je voulais vraiment m'investir dans le projet. Fatih, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces jeunes justement qui sont en difficulté, qui sont aujourd'hui un petit peu comme vous étiez il y a quelques années? Moi, je pars du principe que tout est possible dans la vie. C'est quoi le secret? Le travail, la persévérance. Et il faut être passionné par ce qu'on fait. Voilà, faut y aller jusqu'au bout. Merci Fatih, je vais aller déguster Bon mon appétit. poulet yassa. Et puis longue vie à Black Spoon alors. Merci beaucoup, très bonne Au revoir. journée. Au revoir. Oui, les inégalités augmentent. On a longtemps cru que la croissance et le progrès suffiraient à les gommer. Ça n'est pas vrai. On a longtemps cru aussi que la fiscalité et la redistribution permettraient à tout le monde de partir sur la même ligne de départ. Ça n'est pas vrai non plus. Jamais ceux qui font la course en tête n'ont gagné autant. Mais s'il faut attendre que l'ascenseur social soit réparé, on peut attendre longtemps. Après tout, l'éclosion des talents, c'est une responsabilité collective, bien sûr, mais c'est aussi une responsabilité individuelle, en luttant contre les stéréotypes à l'école, au travail, pour permettre la réussite de ceux qui la méritent. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.